On va vous parler de polypectomie, mucosectomie, dissection sous muqueuse, les petits trucs et astuces, nos bêtises, comment les récupérer, etc. Donc Jérémy comme moi, on fonctionne en binôme dans nos CHU respectifs avec un double qui permet de discuter de tous les cas. C'est Jérôme Rivory pour moi à Lyon et Romain Legros qui ont bien participé aux vidéos et à la réalisation de cette présentation. Alors en introduction, on va essayer d'exposer les lésions à réséquer d'abord pour ne pas commencer une résection pour rien, comment bien se placer et se mettre dans les meilleures conditions pour faire la résection, comment régler le bistouri pour ne pas avoir de surprise et comprendre un peu ce que l'on fait et à quoi correspondent les différentes actions et les différents réglages du bistouri, quelle anse utiliser, et après par technique on passera la polypectomie, la mucosectomie et la dissection en revue avec des petits trucs et astuces. Surtout, n'hésitez pas à nous interrompre, à aller au micro pour poser vos questions et couper même au milieu de la présentation. Il n'y a pas de souci, on essaiera de faire une petite pause à la fin de chaque sous-partie pour en discuter. Alors d'abord, pourquoi faire des résections endoscopiques plutôt que d'envoyer le patient au chirurgien d'emblée? Bien, c'est clairement démontré maintenant que quand on est dans le cadre de lésions muqueuses qui n'ont pas de risque ganglionnaire, muqueuses ou d'ailleurs sous-muqueuses superficielles jusqu'à SM1 dans le côlon, que la lésion est bien différenciée, qu'il n'y a pas d'embole vasculo-nerveux, les résections endoscopiques sont aussi efficaces que la chirurgie, avec une survie à 3 ans par exemple dans le Barrett de 94%, de plus de 95% dans les résections coliques. La morbidité, par contre, est beaucoup plus faible que la chirurgie ouverte. C'est vrai dans l'œsophage, c'est l'exemple le plus criant, avec 0 à 7% de morbidité contre 32 à 39% en chirurgie œsophagienne. On a une mortalité qui est très proche de 0, alors qu'on atteint 2,6% en chirurgie œsophagienne. Dans le côlon, dans l'étude de Jean-François Bretagne, il y a quand même 0,5% de mortalité dans les résections coliques et jusqu'à 29% de morbidité. Donc, ce n'est pas dénué de risque d'envoyer d'emblée le patient au chirurgien. Et ce profil de sécurité supérieure en fait le traitement de première ligne pour les lésions qui n'ont pas de risque ganglionnaire. De plus, si jamais sur la pièce de résection, finalement la lésion est plus que SM1 et qu'elle représente un risque de ganglion, rien n'empêche la chirurgie dans un second temps, ça a été bien démontré, on ne gêne pas techniquement les chirurgiens et on ne change pas le pronostic du malade en ayant tenté une résection endoscopique avant. Enfin, d'un point de vue médico-économique, les gens sortent plus vite d'hospitalisation, c'est bien démontré dans la dissection, et c'est aussi moins cher que la chirurgie entre guillemets la moins invasive qui est la chirurgie transanale ou TEM. Alors, quelles lésions faut-il réséquer? Donc, on l'a dit, ce sont les lésions qui n'ont pas de risque ganglionnaire. Ces lésions sont donc les bien différenciées, sans embole, sans budding, et qui envahissent soit la muqueuse, avec un risque nul de ganglion, soit la première partie de la sous-muqueuse, c'est-à-dire les 1000 premiers microns, où on atteint à peu près 1% de risque ganglionnaire. Dès lors que l'on est dans le risque SM2, SM3, on passe à des taux de ganglions envahis de métastases ganglionnaires qui sont plus importants que le risque d'une chirurgie et donc ça n'est plus justifié de faire de l'endoscopie d'emblée. Donc il faut essayer de notre rôle est de reconnaître ces lésions d'emblée et de ne pas perdre du temps, prendre des risques pour des lésions à envoyer directement au chirurgien. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Donc la première étape pour savoir quelle lésion réséquer, plus facilement il faut surtout savoir quelles lésions auxquelles il ne faut pas toucher en raison de ce risque ganglionnaire et qu'il faut confier directement à un chirurgien. Il y a plusieurs classifications qui peuvent nous aider à prendre cette décision. La première d'entre elles, c'est la classification de l'aspect macroscopique, la classification japonaise, qui aboutit à la classification dite de Paris, des différents types de polypes en fonction de leur forme, les lésions surélevées, pédiculées, semi-pédiculées ou sessiles, les lésions planes et les lésions déprimées. Cette grosse série endoscopique entre 1985 et 2003 avec 19 560 lésions réséquées montre que le risque d'invasion ganglionnaire, le risque d'invasion en profondeur au-delà de la sous-muqueuse, il est lié à la forme du polype, puisqu'on voit ici les polypes surélevés, plans et pseudo-déprimés, mais aussi à la taille. Et pour les lésions surélevées, on n'a quasiment pas de risque d'infiltration en profondeur, sauf à partir d'une certaine taille. Par contre, pour les lésions pseudo-déprimées ici, on voit directement que ça va poser problème pour la résection endoscopique, puisqu'à partir d'une taille de plus de 5 mm, on a déjà 44% sur cette série endoscopique d'invasion dans la sous-muqueuse du cancer. Si on résume rapidement par rapport au risque d'invasion en profondeur par rapport à l'aspect du polype, il est très faible dans moins de 5% des cas pour des lésions planes ou surélevées. Ce 14% supérieur à 2 cm, c'est pour les lésions pseudo-déprimées, donc ça va nécessiter une résection monobloc au moins de la zone pseudo-déprimée
voire en bloc total par dissection sous-muqueuse. Et pour l'instant, il ne faut pas toucher aux lésions déprimées, puisqu'on voit qu'on est à 60% d'infiltration en profondeur. L'aspect des tumeurs vileuses, les lateral spreading tumeurs, est aussi un facteur de risque avec leur taille de dégénérescence. Si les lésions sont homogènes et granulaires, le risque de dégénérescence est faible. Donc par analogie, s'il y a peu de risque de dégénérescence, puisque quand il y a de l'adénome, il n'y a jamais d'infiltration en profondeur, mais il y aura très peu de risque d'infiltration en profondeur. S'il y a des macronodules, là, il y a plus de risque de dégénérescence et donc plus de risque d'infiltration en profondeur. Ça dépend de la taille du macronodule. Si la lésion est non granulaire, lisse et plane, on a quand même un risque plus important qui arrive à 10% de dégénérescence et qui a quasiment 1 sur 3 sur une lésion de plus de 3 cm. Et les lésions pseudo-déprimées, on a un risque important de dégénérescence et donc par analogie d'infiltration en profondeur, et donc elles doivent absolument être réséquées en monobloc. Là, on a une belle image d'une grosse LST granulaire. Si on analyse finement en haut à gauche l'aspect morphologique qu'on va détailler plus tard des glandes, cette lésion a l'air adénomateuse avec un aspect d'épith pattern régulier, avec une distribution vasculaire homogène. Par contre, si on voit sur les diapos du bas, ici, là, on a sur le macronodule, en plus, on vient de voir que la question du macronodule est importante pour la dégénérescence et l'élévation en profondeur. On a un aspect plus lisse, décoloré, dévascularisé. Et effectivement, sur la résection, il a été choisi de faire une dissection sous-muqueuse, notamment en raison de l'aspect de ce macronodule inquiétant. La lésion a été réséquée en monobloc, mais il y avait une infiltration en profondeur qui était SM2, qui correspondait à la zone du macronodule suspect, et donc il y avait une indication théorique à une chirurgie complémentaire qu'a refusé la patiente. Comment caractériser le risque d'invasion? Il est important de savoir analyser l'aspect des glandes, qu'on appelle les pit patterns par la classification de Kudo avec des chromoscopies avec des colorants. Analyser l'architecture vasculaire de surface. Pour ceux qui travaillent en Olympus avec le NBI, c'est la classification dite de Sano. Puis on insistera sur la nouvelle classification qui, pour les gens qui travaillent avec du NBI, doit être utilisée, classification NICE. La classification de Kudo, je vous le rappelle, les pit patterns, normalement, les publications, c'est avec la chromoscopie par colorant indigo-carmin. Ça permet de différencier différents types de patterns qui sont l'aspect des glandes de surface. Quand ils sont ronds, correspondent à la muqueuse normale. Les polypes hyperplasiques avec un aspect étoilé. Puis, pour tout ce qui est adénome, un aspect tubulaire, plus ou moins large, mais très régulier, cérébriforme pour les types 4. Et puis, avant de passer vers la dégénérescence, l'analyse en classification de Kudo, dès qu'on perd de la régularité, dès qu'on a ces glandes qui deviennent irrégulières, voire qui disparaissent, on arrive à un risque d'invasion en profondeur, de dégénérescence et d'invasion en profondeur. Quand on est sur des choses encore irrégulières mais présentes analysables, on a 50% de risque d'infiltration de l'admin micron, donc de résection non curative par voie endoscopique. Par contre, quand on a un aspect 5N complètement non régulière avec une disparition des pit patterns, on est quasiment à 100% d'invasion en profondeur. Donc ça, c'est des lésions qu'il ne faut pas toucher et envoyer directement au chirurgien. Sano, lui, donc, a publié un équivalent sur l'architecture vasculaire des lésions en l'utilisation du NBI. Et quel est le côté le plus important, puisqu'on essaye de repérer les lésions pas réséquées? Il faut bien savoir reconnaître ces lésions-là, le type 3B. Le type 3B en NBI, c'est des zones avasculaires avec une perte des vaisseaux microcapillaires, qu'on voit très bien sur ces photos. Et là, ça signe une infiltration en profondeur de la lésion de la daso-muqueuse. Donc ça, il ne faut pas y toucher, sans envoyer même un endoscopiste référent. Si vous êtes capable d'analyser ça, c'est chirurgical directement. Après, une fois que vous n'êtes pas dans ce cas-là, bon, on peut analyser plus finement pour différencier des polypes hyperplasiques, de polypes adénomateux standards, voire de cancer intramuqueux. Là, on voit si vous différenciez le polype adénomateux classique, qui est le type 2 avec des vaisseaux branchés entourant les glandes, et le type 3 qui montre une dégénérescence superficielle. Là, vous voyez que les vaisseaux sont un peu plus épais, un peu plus irréguliers, mais il y a toujours une structure vasculaire qu'on n'a pas à côté. Donc ça, c'est pour un peu prédire, mais ça peut être important pour se dire, est-ce que je peux faire plutôt du piecemeal ou plutôt de la résection monobloc, et reconnaître un polype hyperplasique qui n'a quasiment pas de vaisseau branché. Alors, la classification de Sano, elle est japonaise, elle est faite avec du zoom, et du coup, il a fallu quand même faire une extrapolation pour l'Europe avec la classification NICE, qui regarde plutôt l'ensemble des critères, mais sans se focaliser sur l'aspect avec une magnification, puisque le zoom n'est pas vraiment courant dans nos services d'endoscopie à nous. Donc, c'est une sorte de Sano, un peu plus simplifié, et peut-être la limite de cette classification, c'est différencier ce qu'on a vu en 3A et 3B de Sano, c'est-à-dire ceux qui ont des vaisseaux un peu irréguliers, mais qui sont potentiellement des SM1 résécables par résection monobloc, des 3B de Sano, qui sont là pour le coup plutôt des SM2 et des SM3 qu'il faut envoyer au chirurgien. Donc c'est pas très simple, peut-être que sans zoom, on sera moins précis que les Japonais, mais déjà on a un effort à faire pour différencier hyperplasique et adénome, surtout si on passe petit à petit vers une stratégie de jeter les polypes qui ont un risque néoplasique faible. Donc l'hyperplasique va être plus clair que l'environnement périphérique.
Il va avoir un aspect des vaisseaux qui ne sont pas des vaisseaux qui suivent les cryptes muqueuses, mais plutôt des vaisseaux éparpillés qui traversent la lésion complètement. Et le pattern de surface va plutôt être des petits points ronds, noirs en NBI, qui sont entourés par la glande muqueuse qui est plutôt blanche. L'adénome, lui, apparaît plutôt plus brun ou plus foncé que la muqueuse environnante, que le background dans la classification de NICE. Les vaisseaux vont suivre les petits reliefs muqueux, donc ils sont réguliers mais ils suivent le relief. Et le relief, lui, va être tubulaire, un peu cérébriforme, vileux, mais en tout cas de manière régulière. Et le problème apparaît un peu pour le type 3, où on n'a pas vraiment de différenciation entre le sous-muqueux superficiel et le sous-muqueux profond, mais globalement, on va avoir une lésion qui est plutôt plus foncée que la périphérie, mais parfois avec des zones blanches ou des aires où il n'y a absolument aucun vaisseau, une destruction complète du pit pattern. Si ces zones sont très limitées, ça vaut quand même le coup d'envoyer à votre confrère ou à quelqu'un qui fait de la résection par dissection sous-muqueuse pour tenter cette résection en monobloc. Si les aires vasculaires sont plus grosses que 4 mm pour les classifications japonaises, qu'elles occupent la plupart de la lésion ou que macroscopiquement votre lésion est déprimée, là peut-être il n'y a aucune erreur à envoyer directement au chirurgien. Alors, quelques petites illustrations. Cette lésion-là, qui est quand même plutôt plus brune que le pattern périphérique, qui a plutôt un aspect de gyrus, comme un cerveau un petit peu, avec des vaisseaux qui suivent chacune de ces circonvolutions, c'est plutôt un adénome. Au contraire, cette lésion qui est très claire, soit identique à la périphérie, soit plus blanche que la périphérie, qui a quelques vaisseaux qui traversent par endroits, mais absolument pas un vaisseau qui suit chacune des petits pits muqueux qui correspond à un hyperplasique. Et ces lésions-là, plus difficiles à classer, qui sont plutôt plus brunes, mais vous voyez déjà le relief central ne ressemble pas à la périphérie, c'est discrètement déprimé. Ça peut déjà correspondre à un petit ADK intramuqueux, c'est typique de la petite LST non granulaire qui peut éventuellement, au-delà de 2 cm, avoir de l'invasion focale. C'est à peu près 22% des cas comme on vous l'a montré. Donc, NICE, pour ce genre de lésion-là, assez difficile. En tout cas, dès qu'on a un doute entre 2 et 3, au moins du monobloc, c'est peut-être le message pour être sûr d'avoir une pièce complète et de ne pas perdre de l'information pour le malade. Deux autres exemples avec le festonné assez typique, en nuage, en plateau, assez étalé, plus clair que la muqueuse périphérique, qui n'a pas vraiment un pattern facile à analyser. Et l'adénome, au contraire, beaucoup plus brun, avec des circonvolutions, même si celui-là n'est pas très homogène non plus. La lésion festonnée après injection, des fois on la voit un peu mieux quand on vient d'injecter soit avec du sérum Phi, soit avec du bleu, on voit les plateaux se différencier un peu plus et la lésion prendre un peu plus de relief. Ce genre de lésion-là, assez trompeuse, qui est finalement déprimée avec plein de zones avasculaires, qui correspond à un ADK déjà invasif d'emblée. Et la dernière, une jolie du service, là, 10 mm à peu près, bien brune sur la périphérie, mais bien nodulaire au centre, complètement avasculaire sur certains des nodules. On a aussi une toute petite rétraction du pli adjacent là, qui signe aussi probablement l'invasion profonde. Et un dernier signe qui est décrit par les Japonais, qui est les petites dilatations des lymphatiques périlésionnelles, mais qui n'est corrélé à une infiltration profonde que dans 70% des cas. Donc ce n'est pas un critère suffisant pour dire je ne résèque pas cette lésion, je l'envoie au chirurgien, mais l'ensemble du relief des polis, de la rétraction du pli, de ces petits lymphatiques dilatés, ça, c'est pas pour nous, ça sert à rien d'enlever, il faut de toute façon faire une chirurgie derrière. Un autre petit exemple de lésion festonnée, et ici un petit adénome avec quelques vaisseaux un peu plus visibles. Parfois c'est difficile dans les lésions mixtes où on a du mal à exposer le pit pattern de faire la différence, mais nous on avait tranché plutôt adénome ici. Alors, une dernière notion pour la caractérisation, c'est qu'au sein d'une lésion parfois très volumineuse, toutes les zones ne se ressemblent pas, vous savez. Donc, il y a certaines zones ici dans cette lésion et qui représentent au moins 80% de la surface lésionnelle qui sont du pit pattern de type 4 à peu près en extrapolation Kudo, mais régulière, sans aucune destruction du pattern muqueux et vasculaire. Mais on le voyait d'emblée ici, la lésion elle était quand même assez concentrée sur cette zone qui paraissait plus rétractile, une zone complètement détruite avec du pattern détruit, beaucoup de mucus au centre et qui correspondait à une zone d'infiltration. On a fait une dissection pour cette dame en indiquant qu'on avait une grosse suspicion d'invasion profonde pour cette zone-là. Elle était de toute façon non opérable et ne pouvait pas bénéficier non plus d'une radiothérapie pour des antécédents identiques.
Et du coup, c'était 2950 microns, donc non curative. Mais pour l'instant, ça fait plus de 6 mois, elle n'a toujours pas de récidive ganglionnaire et elle va bien sur le plan symptomatique. Donc on lui a peut-être rendu service, mais on n'est pas du tout dans les critères curatifs habituels. Voilà. Donc, en conclusion, cette introduction qui est assez importante, il faut savoir analyser avant de se lancer dans une résection bien le polype, en utilisant en priorité NICE, la classification de Paris aussi qui est la base simple et la taille. Avec ces éléments, vous mélangez, vous avez deux situations. Soit le polype est clairement non résécable carcinologiquement. Dans ce cas-là, si carcinologiquement c'est pas résécable, on l'envoie au chirurgien directement. Soit le polype est résécable carcinologiquement. Et là encore, il y a deux solutions. Soit vous avez les possibilités locales de formation, de matériel, le chirurgien à côté au cas où ça se passe mal, et vous pouvez vous lancer dans la résection endoscopique. Soit vous n'avez pas de possibilité locale pour faire ce genre de geste. Et il faut ne pas hésiter à confier à un endoscopiste expérimenté dans un centre référent. Et ne pas confier directement au chirurgien des gens résécables. Comment se positionner? Donc c'est la première étape, peut-être la plus importante. Dans la plupart de nos endoscopes, quelle que soit la marque, on a nos canaux opérateurs qui sortent entre 5 et 8 heures. Donc dans tous les cas, il faut s'efforcer de mettre la lésion en bas, vers 6 heures dans l'idéal. Je pense que tous jeunes ont fait la faute de vouloir commencer la résection à tout prix sans forcément prendre le temps de se placer. Heureusement, on a souvent nos chefs pour dire stop, prends le temps, tourne, fais tourner le malade. Et donc il y a plusieurs solutions pour essayer de faire passer cette lésion à 6 heures. La rotation des épaules, du poignet, des hanches, éventuellement le torquing de l'endoscope, la tension mise en rotation, mais souvent c'est après difficile de maintenir une position stable dans cette situation. On peut avoir besoin d'une aide ou de coincer l'endoscope avec le petit doigt, mais c'est souvent un peu équilibriste. Parfois, changer le malade de position, simplement, ça fait voir un jour nouveau et complètement modifier la situation. Insuffler, exsuffler aussi, ça peut complètement modifier le rapport de l'endoscope. Et, on le verra dans une vidéo un peu plus tard, la rétrovision peut parfois, quand rien ne marche, être la solution pour se retrouver finalement en face de la lésion. Dans tous les cas, il faut éviter les boucles parce que ça complique énormément les mouvements de l'endoscope. Donc il faut s'efforcer de déboucler ou de boucler le moins possible pour arriver en haut du côlon avec un endoscope le plus droit possible et travailler le plus simplement possible. Une fois que c'est en place, on ne bouge plus, on n'insuffle plus, on respire plus, on demande à l'interne de se taire et on continue. Les réglages du bistouri. Donc, un peu les réglages du bistouri pour les nuls. Juste pour quelques rappels sur le bistouri, je crois qu'en 2015, il faut utiliser des bistouris intelligents avec le courant endocoupe, si possible de dernière génération. La référence étant le VIO de chez RB Médical. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand on utilise la pédale jaune en continu? Le courant d'endocoupe intelligent, la machine elle-même alterne des phases de coupe qui sont jaunes avec des phases de coagulation en bleu, avec des petits cycles qu'ils appellent d'amorçage de coupe. Quand vous voyez ce schéma, c'est pour vous marquer, pour vous forcer à penser à utiliser la pédale jaune en continu et pas j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Parce que dès que vous recommencez un cycle, vous recommencez par une phase d'amorçage de coupe et vous voyez sur ce schéma que la phase d'amorçage de coupe, elle est de plus en plus courte avec le temps. Donc si vous appuyez, que vous relâchez, que vous appuyez, vous relâchez, vous ne ferez que de l'amorçage de coupe, vous ne serez pas efficace et ou en plus vous augmenterez le risque de complications. Donc une fois qu'on pense qu'on doit réséquer, qu'on a attrapé le polype en polype ou en mucosectomie, on appuie sur la pédale jaune en continu jusqu'à la fin de la résection. On peut régler plusieurs paramètres sur le bistouri. L'effet de coupe, ça fait varier la coagulation. Quand vous avez un effet 1, vous n'avez plus de coagulation. Quand vous avez un effet 4, vous avez une plus forte coagulation. Donc c'est sur ça que vous jouez quand vous jouerez l'effet sur le réglage de l'endocoupe. La durée de coupe, vous faites changer la durée du cycle de coupe en jaune. Vous voyez qui est plus important à droite avec une durée de coupe à 4 qu'à gauche. C'est ce qui correspond à chaque mouvement de section de votre anse pendant la résection. Vous aurez une coupe intermédiaire ici, une coupe plus longue sur sa première phase de coupe. L'intervalle de coupe, qui va être la durée entre deux phases de coupe. Si vous faites un intervalle court, vous aurez une coupe rapide avec peu de coagulation. Si vous faites un intervalle long, vous aurez une coupe lente avec beaucoup de coagulation. Quelques pièges qui sont souvent bien connus. Si on attrape sur un polype pédiculé ou sur une mucosectomie trop proche du mur intestinal, on a un risque de conduction en profondeur et de perforation. Je vous rappelle, ce sont les courants de coagulation qui perforent. Si vous serrez trop fort l'anse, il y a un effet de garrot avec une conduction du courant en profondeur. Si vous attrapez un gros polype, faire bien attention, le polype peut conduire le courant de coagulation vers les parois intestinales et essayer au maximum d'éviter qu'il touche les parois intestinales. La partie de l'anse qu'on ne voit pas à la pôle distale, être prudent. Il ne faut pas que cette pointe de l'anse touche le mur intestinal avec un risque de perforation. Et puis un gros piège, c'est les clips qu'on a pu avoir mis avant sur quelqu'un qui nous envoyait pour un repérage, qui conduisent en profondeur et qui sont risqués dans les résections endoscopiques. Les réglages de référence, bon, elles vous sont fournies par RB Médical, vous leur demandez, il n'y a pas de problème. Pour les polypectomies endocoupe Q
en mode polypectomie effet 2. On peut passer en effet 3 pour un peu plus de coagulation pour les gros polypes sur la partie gauche du côlon. Et éventuellement, pour les polypes à gros pieds à risque hémorragique, on peut faire une pré-coagulation, donc en utilisant la pédale bleue en coag forcé. Pour la mucosectomie, c'est simple, on met endocoupe mucosectomie, endocoupe Q, effet 2, intervalle 2, durée 2. Quelles anses utiliser pour les résections? Alors, c'est une diapo un peu imbuvable, non exhaustive de plein de types d'anses qui existent. Voilà, il y a pas, je ne vais pas vous les lire toutes, vous en connaissez certaines, d'autres que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas d'anse mieux qu'une autre, c'est pas vrai. Il y a plein de types d'anses adaptées plus ou moins à la résection. Ce qu'il faut retenir, c'est plutôt ça. En pratique, il faut avoir une anse que vous utilisez, que vous maîtrisez, vous et votre aide opératoire, pour plus de 80% des résections. Avoir de quoi adapter la taille de l'anse à la lésion, et je crois que c'est très important d'avoir dans votre arsenal des anses de 10 mm très rigides, parce que finalement, en pratique quotidienne, la plupart des polypes, vous pouvez les avoir avec ces anses-là qui sont faciles d'utilisation. Avoir une ou deux anses différentes de secours dans les cas particuliers. Il n'y a pas d'anse parfaite, il faut les essayer plusieurs types d'anses de plusieurs marques et que vous gardiez celle avec laquelle vous sentez, vous et votre aide, le plus à l'aise. On va parler un peu de polypectomie. Les polypes lenticulaires, on en a parlé tout à l'heure dans le côté médico-légal, mais je crois que c'est important, c'est vrai, en 2015, de privilégier l'anse froide. Ça permet une capture plus large, avec des plus grandes efficacités dans la littérature. Et il faut évidemment, comme dans une résection classique, mobiliser l'anse avant de sectionner. Puis vous avez une vidéo là d'une polypectomie à l'anse froide de Mathieu, avec une technique récemment décrite où on aspire le polype, on fait la technique de succion pour le pseudo-pédiculiser, avant après de l'attraper avec l'anse froide et de le réséquer progressivement. Et après, en fait, on est dans une résection classique avec une anse, sauf qu'on ne va pas utiliser de courant. On attrape le polype prudemment en travaillant toujours tout près de la lésion. Le polype a été pédiculisé, donc c'est plus facile. Il ne faut pas avoir peur d'attraper un petit peu large avec l'anse froide. C'est le but, c'est d'avoir des marges pour éviter les mauvaises surprises dans des petits polypes qu'on vous a montré tout à l'heure, qui ont finalement du cancer sur des polypes lenticulaires. Ça arrive, hein, même si on a bien analysé la lésion. Et vous allez voir la belle cicatrice de pseudo-mucosectomie, parce qu'on a l'anse froide à la fin après la réinsufflation. Vous montre, là on est tranquille, on est sûr d'avoir fait une belle résection. Il ne faut pas s'inquiéter des petits saignements, c'est classique. Moi, j'ai jamais eu une malade qui a saigné après une résection à l'anse froide. Voilà, une belle cicatrice. On peut toujours utiliser quand même pour les lésions très mal placées des pinces larges, mais généralement on va te mettre en plusieurs coups de pince, donc on est moins carcinologique. Et on l'a dit tout à l'heure, attention à la pince chaude, je crois qu'il ne faut plus l'utiliser en 2015 pour la résection des polypes. Le positionnement, quelques trucs et astuces de positionnement pour les polypes pédiculés. Plusieurs solutions sont possibles. La gravité pour faire tomber le polype, la technique sous-marine, une vidéo qu'on avait envoyée sur le site de la SFED l'année dernière. Vous avez un polype en zone diverticulaire un peu mal placé. Mais les polypes, quand ils ne sont pas trop gros comme celui-là, ça flotte. Donc comme maintenant beaucoup de centres travaillent avec une pompe à lavage, vous remplissez le côlon avec de l'eau et vous allez voir que le polype qui était initialement mal placé, il devient plutôt très bien placé, bien en face, flottant en face de l'endoscope à 6 heures. Donc on va pouvoir faire notre geste de résection tranquillement et notre geste de prévention de l'hémorragie. Il avait un gros pied, c'est un matos anti-agrégant. Donc on met une enveloppe assez facilement en restant tout en sous-marin. Alors le seul réflexe qu'il faut avoir quand vous mettez en sous-marin dès que vous fassiez des gestes, même d'hémostat, c'est évidemment il ne faut plus insuffler, sinon ça bulle. Donc on largue le clip, on n'a plus d'insuffler, on largue l'enveloppe. On est tranquille, on peut larguer avec de la marge, voilà, l'enveloppe est larguée, et on peut prendre l'anse de résection et faire exactement la même manœuvre assez simple, remettre de l'eau aussi possible. Généralement, il n'y a pas de problème pour faire les courants de coupe sous l'eau. Si par hasard, ça peut arriver qu'on a l'impression que les courants marchent un peu moins bien, une fois qu'on a attrapé le polype, on peut réaspirer eau pour faire le geste de résection. Et on va voir que la résection se passe bien avec un pied voilà, qui est propre. On peut utiliser la technique dite réverse. Réverse, ça veut dire quoi? Généralement, on attrape les polypes de la partie distale à la partie proximale. Sur certains polypes mal placés, en particulier quand ils sont très en face, on peut mettre la pointe de l'anse devant le polype et pousser sur le cathéter de l'anse pour faire basculer l'anse dans le sens inverse. Et ça permet de mieux attraper, de mieux se placer sur certaines lésions. Le cravatage en cas de pied long est important. On va montrer une vidéo. Il faut surtout bien mobiliser l'anse avant de couper. Donc, c'est un exemple de polypédiculé également, plutôt pour le cravatage. Donc, on injecte le pied, ça c'est un peu... je pensais à faire d'école, il n'y a pas toujours besoin quand le pied est bien visible, mais ça permet de mettre un peu d'adrénaline, de prévenir le saignement. Et par contre, ce qui est important quand le polype est comme ça loin, c'est de bien le cravater pour essayer d'être sûr que l'anse va couper pas sur le bas du polype pédiculé, mais bien sur le pied. Malgré tout, sur cette résection-là, je n'étais pas complètement sûr de moi sur le pôle postérieur, donc j'ai préféré re-réséquer le pied. C'est toujours une option, c'est un peu plus simple quand le polype est tombé. Et j'ai, pour la napate, étalé à la fois ma lésion et mon pied pour être certain d'avoir une résection complète et pas faire courir de risque. On voyait le vaisseau à la fin de la...
La prévention d'une hémorragie, on ne parlera pas de perforation parce qu'on a eu tout un symposium. L'esturisque hémorragique, il est connu en 2015. Ça dépend de la taille du polype, de la largeur du pied, de la prise de médicaments qui joue sur l'hémostase. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à réaliser un geste préventif. Vous avez plusieurs choses qui ont été prouvées dans la littérature. L'utilisation d'une lance largable, d'un clip sur le pied ou d'une injection d'adrénaline. Pourquoi on a mis en rouge l'injection d'adrénaline? Parce qu'il nous semble que c'est le plus simple, le plus reproductible. Lance largable est très efficace, mais on l'a même vu hier pendant le live, c'est pas toujours facile à mettre. Si on l'a mal mise, on peut être très gêné. Le clip sur le pied, c'est facile à positionner généralement, c'est efficace, mais le problème, on l'a vu, c'est dans la conduction du courant. Donc il faut faire attention, il faut pouvoir poser le clip très bas. Tandis que l'injection d'adrénaline, il n'y a pas trop de problématiques pour l'utiliser. Donc en général, si le pied est long, d'ailleurs fin ou large, on peut utiliser n'importe quelle technique de prévention d'hémorragie. Si le pied est plutôt court, il faut privilégier à mon avis l'adrénaline et faire un geste secondaire, pas comme il y a un caractère transitoire avec un clip ou avec une pince coagulante sur le vaisseau ou sur le pied restant. Donc juste, vous en avez vu hier, donc on va aller vite. Un gros polype, mais là qui vient dans le bon sens, qui tombe vers nous avec un pied très long. Vous voyez ici un pied très long. Donc on va se rendre compte que positionner une endoloupe dans ce cas-là, c'est pas très compliqué. On n'a qu'à sortir l'endoloupe juste en aval de la tête du polype pour entourer le polype. Et une fois qu'on a pu attraper l'ensemble de la tête du polype, on n'a plus qu'à pousser sur son tube pour remonter vers le pied. Donc c'est toujours plus facile quand le polype est mis dans ce sens-là. Vous pouvez tenter d'ailleurs, dans les situations un peu difficiles ou si on est dans un endroit où le polype va dans l'autre sens, de l'aspirer pour le refaire descendre dans ce bon sens. C'est toujours plus facile les polypes pédiculés de les réséquer quand ils viennent vers soi. Et là on voit qu'on peut attraper le pied du polype très très bas, donc évidemment ça va faciliter la geste de résection qui se fait exactement de la même façon avec une anse de 25, passer au-delà du polype et puis on reprogresse en poussant le tube et là on peut gérer exactement là où on veut attraper. On n'est pas obligé de coller, on peut faire à moitié du cravatage pour ne pas attraper surtout un petit pli derrière, vous voyez. On n'est pas obligé de pousser le cathéter tout près comme une mucosectomie. Et là, on voit vraiment ce qu'on fait jusqu'au bout et la résection, elle se fait en sécurité et on est loin pour l'analyse anapathe, pour la résection du polype avec le pied qui n'a pas de problème. Comment gérer une hémorragie post-résection maintenant? On peut utiliser une lance de résection sur le pied. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous avez un gros saignement artériel juste après avoir coupé le pied. Vous n'avez pas écouté ce qui a été dit au live, c'est quand vous partez vers un geste à risque hémorragique, il faut tout préparer pour une hémostase. Votre infirmière est paniquée, elle n'a pas préparé ses clips, sa pince coagulante, etc. Vous lui demandez de réouvrir l'anse, vous attrapez le pied, vous serrez, vous faites garrot. Et vous tenez l'anse et vous attendez que l'infirmière prépare son matériel. Vous avez 5 minutes, vous êtes tranquille pour après faire le geste d'hémostase définitive. Vous pourrez réutiliser une anse largable, mais quand ça saigne, c'est pas facile. L'injection d'adrénaline, une pince coagulante ou les clips. Et il est très important d'utiliser une pompe à lavage. Donc, un petit exemple de saignement après muco. Souvent, l'adrénaline joue un peu son rôle au tout début, donc le saignement est modéré, puis petit à petit, ça se réveille et ça devient en jet. Là, ici, on avait essayé quand même toujours de faire à la pointe de lance en première intention, puisqu'on ne s'obstrue pas le champ avec un clip. Mais bon, dans ce cas-là, ça saignait un peu fort. On avait pris le parti de mettre un clip parce qu'on était un peu sous le sang, que la pompe de lavage, a priori, n'était pas marquée, n'était pas branchée, hein, comme on voit là. Donc on avait mis le clip qui a le gros désavantage, c'est quand même d'après de gêner considérablement la vision et de rendre difficile le repérage d'éventuels autres vaisseaux à côté du clip qu'on vient de mettre, d'autant que utiliser la pince chaude quand le clip est déjà en place, il y a un risque de conduction, il y a un risque de perforation retardée, donc c'est pas le plus simple. De manière générale, on a appris des techniques de résection comme la dissection que utiliser les méthodes thermiques c'est quand même plus simple, on s'obstrue pas le champ, ça vaut finalement moins cher et ça simplifie beaucoup la suite des procédures quand la résection n'est pas terminée ou même quand la coagulation n'est pas parfaite. Donc là, c'est une deuxième vidéo d'un très gros polype pédiculé d'il y a 1 an où j'avais hésité à me lancer, puis je m'étais lancé. Alors vous allez voir, c'est monté avant même d'attraper le polype avec l'anse. Il y avait quasiment eu 3/4 d'heure, le temps d'injecter de l'adrénaline, d'essayer de mettre une endoloupe où ça avait été impossible. Le polype est tellement lourd, j'avais essayé de mettre de l'eau en sous-marin, ça prenait pas. Finalement, j'avais peut-être pas très bien regardé les pit patterns qui étaient un peu péjoratifs. Et on a réussi tant bien que mal à attraper une zone. On voit qu'on est mal placé, hein, on n'est pas bien à 6 heures, on voit pas bien le polype, mais bon, j'avais décidé quand même de tenter la résection. On attrape un gros bout. C'était tellement large le pied que l'anse elle s'est bloquée, le courant passait plus, il a fallu libérer l'anse, mettre un courant de sphinctérotomie pour réussir à terminer la coupe. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que vous allez voir tout de suite là, après la résection, on voit à la fois sur le bout du polype, vous allez bien voir apparaître les vaisseaux là, vous voyez la veine et l'artère qui sont là. Évidemment sur le pied on a la même chose de l'autre côté, avec une belle veine et une artère. Évidemment quand on a ça, ça va saigner.
Donc là, ça se met à saigner sur l'artère. Et donc là, c'est pareil. Je ne pensais pas être encore R0, je voulais me laisser une chance de terminer la résection. Donc si je mets des clips, c'est fini. Donc là, pince coagulante, une coag Grasper d'Olympus, et puis on coagule la veine et l'artère. Et donc là, j'aurais probablement dû faire ça dès le début. J'ai changé d'appareil, j'ai pris un fibroscope et en rétrovision, on voit qu'on était beaucoup mieux positionné. Ça m'a permis de terminer la résection, plus être sûr de ma résection au moins en totalité, après en attendant la napate. Évidemment, si ça saignait une première fois, l'artère elle est encore en profondeur, donc ça ressaigne. Donc on repart vers une hémostase, mais on est plus mal quand même avec un canal opérateur de 2,8 et la coag Grasper pour être bien précis. Donc comme ça saignait encore, je prenais des antiagrégants, je terminais avec de l'hémospray. Je vous montre cette vidéo juste pour faire un petit point sur l'hémospray. Ça n'a pas la MM en Europe hein, dans les traitements de les hémorragies digestives basses, ça l'a au Canada. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Et en fait, dans les différentes séries publiées, ça a une excellente efficacité dans le post-gest. C'est probablement une des meilleures indications. Donc voilà, bon, il n'y a pas de raison que les patients canadiens aient moins de problèmes avec l'hémospray dans le côlon que les patients français. Donc si on est vraiment mal, ça peut servir. Et puis la lésion, finalement, c'était un adénocarcinome SM2 qui a été opéré. Mais bon, il n'y avait pas de ganglion, il n'y a plus de cellules tumorales. Donc... Vous avez des questions avant qu'on passe à la mucosectomie puis à la dissection? On a un peu de temps pour 2-3 questions. Oui. Ouais, moi j'ai pas eu de soucis. À la rigueur, au pire, si je trouve que ça saigne un peu trop, je mets un clip, mais j'ai pour l'instant, sous antiagrégant, il y a antiagrégant sous cardégique, quoi. Sous Plavix, c'est toujours plus embêtant, hein, ça saigne toujours plus. Et dans ce cas-là, même sur un petit polype, vous avez le droit de l'injecter pour faire une petite mucosectomie avec une anse classique. Je pense qu'il faut essayer d'avoir le maximum en monobloc pour une analyse propre, même sur des polypes lenticulaires, tant qu'on ne fait pas du resect and discard. Oui. Mais si tu es R0, on fait toujours des surveillances endoscopiques, mais elles ne servent à rien. Si on est R0, le repousse, elle ne sera pas là. Ouais, si, c'est par scanner. Par scanner ou dans le rectum, éventuellement des écho-endo en plus des scanners. Ça, c'est ce qu'on fait, mais il n'y a pas effectivement de recommandation de choses publiées, mais c'est la logique, quoi. La récidive, elle est extraluminale. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Si, tout à fait. Et par contre, en SM1 pur, moins de 1000 microns vraiment, le risque, il est sûrement beaucoup plus faible que 15%. Ouais. Donc, ouais. Oui. Faut qu'ils aient bien compris, mais quand même, malgré tout, il y a plus de 90% des patients qui sont guéris, quoi. Donc... Et sachant qu'en plus, il y a un gros biais sur ces études, c'est que maintenant, quand même, généralement, les gens qui ont proposé des dissections rectales ou œsophagiennes sur des lésions et qu'on se retrouve SM2, ils ont tous eu une écho-endo avant. Et les séries, c'est fait sur des analyses anatomopathologiques. On ne sait pas ce que ça veut dire être SM2 avec une écho-endo USN0 avant. Peut-être qu'on n'est pas à 15%, peut-être qu'on est à 2%. Il n'y a aucune série publiée sur ça, donc c'est des vieilles séries, donc peut-être qu'on est beaucoup plus bas que ce qu'on a là. Alors, on enchaîne sur la muco et en fait les 3 différentes solutions pour réséquer de la muqueuse en gros morceaux. La mucosectomie en bloc, qui consiste avec une anse, comme vous savez, à prendre la lésion en un seul morceau, avec une marge latérale qui est un peu aléatoire par moment, en particulile sur certaines portions de la lésion. Les recommandations récentes de l'ESGE sur la dissection sous-muqueuse disent qu'au-delà de 10 mm dans l'œsophage, 10 mm dans l'estomac et 20 mm dans le côlon, si on a un vrai intérêt à faire du monobloc, il faudrait choisir la dissection sous-muqueuse si possible. Dans le côlon, c'est donc 20 mm, ou si le risque est très important de SM1 ou d'adénocarcinome intramuqueux, il faut essayer d'aller vers le monobloc absolument. Alors, ce n'est pas toujours possible, hein, parce qu'on n'est pas suffisamment formé et la dissection n'est pas suffisamment large pour permettre ceci à l'échelle de la population. Au moins, ce qui est très important, c'est que quand une lésion est plus large que les 2 cm recommandés, qu'on a choisi de faire du piecemeal, il faut absolument bien la regarder, identifier l'éventuelle petite zone qui est moins jolie que les autres, qui peut correspondre à de l'ADK invasif, et qu'au moins ce morceau-là soit réséqué en totalité pour que l'anapathe dise sur l'invasion sous-muqueuse, la pièce est totale et le reste, en effet, c'est que de l'adénome. Vous avez enlevé en piecemeal, mais le risque de récidive, il est seulement local, il n'y a pas de risque ganglionnaire. La pire situation, finalement, c'est le coup d'anse qui passe au milieu de la zone la plus suspecte, la plus dangereuse, parce que là, finalement, l'anapathe ne peut pas répondre et dans tous les cas, on envoie notre patient à la chirurgie puisqu'on ne peut pas, à part vraiment gros risque opératoire, mais on est dans une situation un peu différente, mais sinon, on ne peut pas le regarder droit dans les yeux et lui dire « je vous ai guéri » alors qu'on n'a pas l'information sur la profondeur d'invasion de sa lésion.
Donc la dissection, c'est l'idéal théorique, avec une marge tout autour, un anapathe qui vous répond c'est parfait, j'ai tout analysé, ça ne dépasse pas le SM1 partout et vous avez une marge partout, donc le risque de récidive locale est nul, mais ça reste quand même associé à quelques petits soucis dont on va parler juste après. Alors, la mucosectomie d'abord, on a dit, le positionnement, c'est le plus important, essayez d'avoir une lésion à 6 heures. Il faut aussi injecter de manière réfléchie, je vais vous montrer qu'on ne réfléchit pas toujours bien. Dans ce cas-là, j'avais essayé d'injecter d'abord au pôle le plus distal, ça me paraissait logique pour faire tourner la lésion, mais bon, c'est pas si simple, j'arrivais pas vraiment. J'étais pas très insufflé et on avait beau lutter contre la boucle, elle se refaisait tout le temps. Donc j'avais dit d'injecter plutôt sur le côté pour essayer de ne pas la faire tourner complètement. Puis on voit petit à petit, elle se retourne complètement vers le côlon droit. Et bon, finalement, l'effet voulu était exactement opposé à ce que j'ai obtenu. Donc j'ai essayé quand même de sortir l'anse. Je contrôlais absolument pas le pôle distal de la lésion. J'étais absolument pas sûr de mon R0. Alors que c'était une lésion quand même de petite taille. Et du coup, quand c'est comme ça, que je ne suis pas vraiment satisfait, je tente toujours la rétrovision, en particulier dans le côlon droit. Et c'est pas très difficile, on ne prend pas de risque eu égard aux grandes séries qui ont été faites à visée diagnostique. Et là, comme par magie, la lésion elle est bien placée. On va se retrouver dans une mucosectomie qui est beaucoup plus simple, avec une lésion qui nous fait face. Et finalement, chaque fois que ces lésions sont vraiment très difficiles en vision directe, il y a de fortes chances pour que, exactement à l'opposé, elles soient dans des conditions bien meilleures. Donc on réinjecte quand même. Et après, un tout petit artifice qu'on utilise assez régulièrement quand on ne va pas pouvoir contrôler les deux pôles de la résection, c'est qu'on fait un tout petit trou avec la pointe de lance au pôle qu'on ne va pas contrôler pour essayer de caler l'anse, d'être sûr qu'elle ne va pas bouger du pôle supérieur et pas glisser. Et ensuite, on va l'appliquer à la périphérie en l'ouvrant complètement, en essayant d'avoir de la marge. Voilà, ça permet finalement de se concentrer que sur le pôle proximal, de vérifier qu'on a une petite marge en se rapprochant de la lésion. Donc on a de la marge au pôle proximal. A priori, l'anse n'a pas trop bougé de son pôle distal. Habituellement, on relâche un tout petit peu après avoir serré pour essayer de libérer le muscle au maximum, un tout petit peu, hein, juste pour que la paroi se réexpande. Donc là, c'est pour ça qu'on joue un tout petit peu sur l'anse. Et finalement, on coupe avec une résection du coup, qui est satisfaisante sur le plan des marges et qu'on a relativement contrôlé. On n'a pas trop peur de retrouver du résidu derrière. Voilà, c'était du côlon droit sous antiagrégant, donc on avait mis des clips quand même. Donc l'injection doit être réfléchie et prudente. C'est ce qui fait un peu conditionner l'utilisation du sérum Phi ou des solutés macromoléculaires pour les mucosectomies. Parce que finalement, comme on ne peut pas prédire à 100% la qualité de notre injection, utiliser un truc qui va rester très longtemps, c'est aussi avoir du one-shot, quoi. Si l'injection est mauvaise, elle va rester mauvaise pendant très longtemps. Du coup, voilà, si ça paraît très simple, très en face, éventuellement les macromolécules pour du piecemeal, c'est intéressant parce qu'on aura moins besoin de réinjecter sans arrêt. Si par contre c'est un peu périlleux, peut-être qu'il vaut mieux essayer au sérum Phi et seulement si l'injection vous satisfait, après mettre des macromolécules éventuellement si la résection va être longue. Pour les résections à un seul coup d'anse, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de sortir des macromolécules. En tout cas, cette injection, elle doit essayer de vous aider, de modeler la lésion pour la rendre plus facile. Quand on voit d'emblée qu'en vision directe, ça va gêner considérablement, ça peut être un moyen de bien injecter la lésion pour faciliter ensuite la résection en rétrovision. L'anse maintenant, il faut essayer d'avoir une anse qui soit adaptée à votre résection. C'est sûrement une erreur de vouloir prendre absolument une grande anse. On est toujours mieux avec la plus petite anse qui correspond à la lésion. L'anse de 10 mm, elle est bien rigide, elle est facile à placer. Quand la lésion passe dedans, c'est un vrai bonheur, alors qu'avec la 25, ça va loin, c'est difficile, ça se tord, c'est pas aussi contrôlable. Donc peut-être un message aussi, c'est de prendre la plus petite anse qui va correspondre, quitte à monter plus gros si finalement on a vu trop petit. La pointe doit être placée de manière précise parce que finalement après on va pas bien la contrôler, on va surtout contrôler le pôle inférieur de la lésion. Ce qu'on contrôle, c'est le déploiement vers le bas et du coup il y a cette toute petite astuce de l'incision superficielle muqueuse qui permet d'en coincer la pointe.
On ouvre lentement et après on joue sur l'insufflation pour essayer de tout attraper, en pressant l'endoscope vers le bas à la base de l'anse pour la rigidifier. Et avant de couper, alors ça c'est affaire d'école, on n'est pas tous d'accord dans le service, y compris dans l'équipe, mais relâcher un tout petit peu, ça peut permettre parfois de réexpandre le côlon et de diminuer peut-être, c'est pas du tout prouvé, c'est de la cuisine, mais de réinsuffler, de réexpandre le côlon et de libérer le petit bout de muscle qui aurait pu éventuellement se coincer. Voilà. Donc, juste un exemple d'une petite LST granulaire d'environ 2 cm du bas-fond sécal, qui illustre bien les différentes étapes de la procédure. L'injection, souvent les internes ils demandent à combien il faut injecter en volume, et il n'y a pas de volume minimal. C'est vraiment, on est imaginatif et on adapte à ce qu'on voit, ce qui se passe quand on injecte. Et on ne dit pas injecter 2-3 mm, on dit injecter, puis stop quand on a l'impression qu'on a un décollement qui nous satisfait à la fois sur son importance et sur le positionnement de la lésion. Donc on injecte progressivement, on essaye de mettre le moins de points d'injection possible pour éviter les fuites. On injecte avec du bleu, ça permet avant la résection de mieux délimiter les marges, et après la résection de bien voir le signe de la cible, comme a bien montré Fabien pendant son topo sur la perforation. Insistez avec votre personnel sur l'ouverture lente. Vous voyez, on a pointé le bout de lance au-dessus de la lésion, et l'importance d'ouvrir tout doucement pour maîtriser le positionnement de son anse. Et la fermeture devrait être également aussi très lente pour bien gérer la profondeur et les marges de résection. On a parfois des phases aveugles. Là, on avait une petite phase aveugle sur le début de la fermeture de l'anse en raison du pli de la valvule iléosécale. Et une fois qu'on a attrapé, avant de réséquer, on se repositionne pour bien voir la lésion. On va mobiliser l'anse pour être sûr de ne pas avoir attrapé trop. Et puis après, on appuie sur la pédale jaune en serrant un peu les fesses pour être sûr. Il y a toujours un petit risque qu'on ne maîtrise pas dans la mycosectomie. On ne sait jamais à 100% ce qu'on a attrapé. Et puis là, pareil, c'était un malade sous antiagrégant, c'était un bas-fond sécal. Donc on a fermé avec des clips de façon préventive, à la fois pour l'hémorragie et la perforation. Alors, la gestion des hémorragies, donc qu'elles soient survenues ou qu'on voit des vaisseaux qui vont saigner rapidement. Un petit exemple avec la pointe de lance, c'est le polype pédiculé qu'on a vu tout à l'heure, qu'on avait cravaté. Là, on voit un seul vaisseau visible central. Et finalement, l'option la plus économique, c'est d'utiliser la pointe de lance qu'on vient de sortir avec un courant de coagulation. On nous a posé la question tout à l'heure, pas du tout dans nos coupes. Soit de la soft coag si on pense pouvoir attraper quelque chose, soit de la force si on a du mal à attraper, à avoir un mouvement de traction, pour coaguler, faire blanchir et faire disparaître ce vaisseau visible. La pompe de lavage dès que ça saigne, et même quand ça ne saigne pas, pour élargir les berges et bien voir les marges de résection, c'est une bonne solution de réinjecter la sous-muqueuse pour bien examiner les bords. Et pour prévenir l'hémorragie retardée, Jérémy vous a déjà dit, uniquement dans les situations à risque, c'est pas démontrer l'intérêt de fermer systématiquement les résections muqueuses, mais dès qu'il y a un risque par antiagrégant, par anticoagulant repris progressivement dans le côlon droit, ça peut être intéressant de fermer la cicatrice. Et du coup, un tout petit artifice technique qui peut aider parfois à fermer des plaies muqueuses qui sont un peu larges, c'est de se faire un tout petit trou dans la muqueuse, encore une fois, soit avec la pointe de lance, soit avec le couteau de dissection, pour pouvoir ancrer son clip, mettre la dent du clip à l'intérieur et avoir du coup un peu plus de force sur un des deux versants de la muco pour le ramener de l'autre côté et tout fermer. Ça peut permettre, quand on n'a pas un endoscope double canal pour sortir l'endoloupe et tout ça, quand on n'a pas d'ovesco, quand la plaie est un peu large ou difficile, au moins un trou, éventuellement deux, et ça va permettre de faire le livre en ayant un peu plus de matière que parfois le simple clip sur les deux berges qui va glisser au dernier moment et prendre seulement le muscle et être potentiellement même risqué pour le muscle en déchirant un peu des fois les fibres musculaires. Donc quand on a besoin pour les dissections, tout ça, on fait souvent ce petit artifice technique. Les piecemeal maintenant, donc ce qui est peut-être le plus important dans le piecemeal, c'est de réfléchir avant, potentiellement de s'asseoir 2 minutes, de faire un dessin et de se dire où est la zone la plus difficile, où est la zone la plus à risque de dégénérescence, est-ce que je commence par cette zone à risque de dégénérescence ou bien est-ce que ma lésion est complètement homogène, et dans ce cas je choisis la stratégie qui va me permettre d'être le plus jointif possible. Le message peut-être, c'est de commencer toujours par le plus difficile, parce qu'il n'y a pas de raison que le difficile devienne facile en fin d'examen. Par contre, ça peut devenir plus et plus difficile. Et dans le cas général, comme on contrôle beaucoup mieux la partie proximale, la partie la plus proche de l'endoscope, c'est toujours plus simple de commencer par la partie proximale de la lésion. Donc les messages, c'est le plus à risque de dégénérescence en bloc,
S'il y a une zone vraiment très difficile, commencez par celle-là, et sinon, de proche en proche, de la partie proximale vers la partie distale, parce que vous allez voir, à chaque fois que l'anse se ferme, finalement, ce qu'on contrôle bien, c'est la partie que l'on voit, c'est la partie proximale. Donc là, c'est M. Ponchon qui travaille. Ça se voit quand même, parce que la stratégie est quand même assez rodée, on va dire. Il se place et il contrôle avec la pression de lance dont on a parlé, mais vous voyez, on a bien la petite marge qui est sûre et qui fait plaisir, et on avance comme ça progressivement. Je vais accélérer un petit peu, fragment par fragment, mais toujours de la partie proximale vers la partie distale. Ça saigne un peu, mais ça ne lui fait pas trop peur. Voilà, et le dernier fragment. Voilà, la graisse qu'on voit là, c'est pas perforé, c'est simplement parce qu'on est vraiment très près de la valvule et qu'il y a du gras dans la sous-muqueuse autour des vaisseaux. Voilà, et d'ailleurs il le coagule bien. Souvent ça accompagne les gros vaisseaux, donc ça peut être un endroit à bien coaguler. Malgré tout, sur une résection comme ça, dans le bas-fond, au moindre doute, ça vaut le coup quand même de mettre au moins 1 ou 2 clips sur cette zone un peu plus à risque qu'on vient de coaguler allègrement. Voilà, ça c'est la dernière. Juste l'injection d'une hémorragie pergeste, on a parlé de la pointe de lance, et puis l'importance de la pince coagulante. Vraiment, la formation à la dissection a amené ces outils qui sont franchement très utiles. Là, c'est une lésion de l'angle gauche, bien injectée. On a l'impression que c'est plutôt pas mal, probablement pas assez injecté derrière. Donc on va réséquer, et là encore, on va voir directement à la fois sur la pièce et sur la cicatrice l'artère. Là, vous voyez l'artère ici, il y a la même là. Et puis en attendant quelques secondes, quelques minutes, cette artère, elle va saigner. La bêtise, c'était de ne pas avoir branché la pompe à lavage avant. Alors le coup de chance, c'est que la gravité était plutôt là, donc on ne va pas gêner pour l'hémostase, qui va se faire avec la coag Grasper de façon classique. On le voit là, le vaisseau. Donc toujours bien en traction, pas en pression sur le muscle, comme a dit Vincent hier, parce que si vous appuyez, c'est les courants de coagulation qui perforent, vous allez prendre le risque. Alors que si vous êtes en traction, vous êtes vraiment tranquille, il n'y a aucun risque, vous attrapez votre vaisseau. Et pourquoi c'est si important que ça? Parce que je sais qu'il reste de l'adénome derrière. Si je mets un clip là, autant vous dire que pour terminer la résection, c'est fini. Donc c'est dommage, sur une lésion qui était à l'évidence pas dégénérée, de devoir la filer au chirurgien alors qu'on aurait pu l'avoir. Et donc on nettoie, puis on réinjecte, on termine en attrapant le deuxième morceau, puis finalement on a une réinjection en 2 morceaux sur un adénome qui était en dysplasie de haut grade, avec des marges qui sont bonnes, et sur les contrôles à 3 mois, sans récidive. Et là encore, comme c'était un malade sous antiagrégant, ça avait été fermé par des clips. Pardon, j'ai fait une bêtise. Vous avez des questions dans l'intervalle? Ça tombe bien, on a fini la mucosectomie. Ouais. Alors, pour notre expérience à nous, notre patron un peu radin refuse toute coag Grasper dans le service. Donc on fait tout à la pince chaude. Nous on est riches, donc avec la porcelaine, on fait de la coag Grasper. Ouais, avec l'endocoupe, soit avec le bistouri, mais c'est pareil avec l'anse. Il faut faire quand même assez large, et en général, je fais un coup d'endocoupe et derrière un tout petit peu de Swift ou de coagulation pour élargir un peu, que ce soit pas vraiment que la muqueuse et la musculaire muqueuse visible, mais qu'on rentre vraiment dans la sous-muqueuse pour avoir un ancrage un peu profond. Si on fait vraiment que la muqueuse et que c'est pas assez profond, le petit trou, ça risque de glisser, quoi. Voilà. Donc un petit coup de coupe et tout de suite un tout petit peu de coag, et en général, ça rentre dans le bleu, et là, ça accroche facilement. C'est pas tout à fait pareil dans la mesure où ça diffuse beaucoup dans la muqueuse environnante. Enfin, quand on est sur le vaisseau, on prend vraiment que ce qu'on veut coaguler, on prend pas le tissu autour. Que quand on veut réséquer un polype, on prend le polype, la muqueuse qui est autour, et tout ça, ça diffuse un peu en profondeur. Donc c'est pas le même geste, c'est pas les mêmes applications de coag. Quand on veut réséquer, en général, on crame quand même bien fort, alors qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour coaguler un vaisseau qu'on voit avec la pince chaude, quoi. C'est vraiment une demi-seconde, quoi. Donc je pense que ce n'est pas tout à fait les mêmes temps d'application et le même risque, quoi. Le gros risque de la pince chaude dans les résections, c'était vraiment la perforation retardée parce qu'on avait fait chauffer le muscle, quoi. Voilà. Alors, la dissection sous-muqueuse, donc la dernière nez, dans la technique la plus classique décrite dans le début des années 2000 au Japon, on utilisait une aiguille, on n'avait pas de bistouri qui injecte et qui coupe,
On utilisait du sérum physiologique alors que ça diffuse très très facilement et que le soulèvement s'en va à vitesse grand V. Et on avait une stratégie qui consistait à couper toute la muqueuse, et d'une fois que la muqueuse était coupée, il restait toute la sous-muqueuse à disséquer. C'était sans savoir à ce moment-là que finalement c'était une stratégie très difficile à terminer, puisque en créant une incision muqueuse sur tout le pourtour, on facilitait la fuite des liquides tout autour de la lésion, et donc le soulèvement était de mauvaise qualité. Donc depuis, on a beaucoup travaillé sur la stratégie pour essayer justement de limiter cette incision muqueuse, réussir à pénétrer dans la sous-muqueuse avec une incision la plus petite possible, disséquer un maximum de choses, et à la fin seulement finir quand l'incision n'est pas bonne. On va vous montrer ça juste après. Pardon. Donc d'abord, pourquoi faire de la dissection? Pourquoi c'est intéressant par rapport à la mucosectomie? D'abord, ça permet une analyse histologique complète de la pièce, c'est-à-dire on a un rapport précis, on sait exactement l'invasion de la lésion, du coup on peut calculer précisément le risque ganglionnaire pour le patient. Ça va guider la prise en charge complémentaire. Dans le pismile œsophagien, par exemple, sur l'œsophage épidermoïde, on avait 9 à 23% de récidives locales et régionales liées au défaut d'information de la mucosectomie pismile qui ne renseignait pas sur le M3, qui ne renseignait pas sur les emboles vasculaires. Donc finalement, c'était vraiment une perte de chance pour le malade dans cette indication-là. Ça diminue aussi les récidives locales. Ça, c'est bien prouvé. On pensait que c'était des récidives locales très importantes dans le pismile, avec une série japonaise assez large qui rapportait 22% de récidives locales après pismile. Ça avait fait grincer des dents de pratiquement tous les endoscopistes européens qui faisaient beaucoup de pismile. Et l'étude prospective nationale japonaise rapporte un taux de 6,4% maintenant, qui paraît beaucoup plus réel, mais qui est quand même pas nul, hein. C'est quand même 6% de récidives, ce qui justifie le contrôle à 3 mois. Quand on fait de la mucosectomie, sans se préoccuper du en bloc ou pas, finalement, le risque relatif de récidive est multiplié par 5. Quand on fait de la mucosectomie en bloc, on a quand même un risque de récidive qui est 3 fois plus important que la dissection. Ça témoigne du fait que même si on a l'impression que l'anse est passé tout autour de la lésion, bah souvent, elle crame un peu le bord du polype, mais on n'a pas tout réséqué. Finalement, la meilleure solution, c'est d'avoir la lésion et un peu de marge autour, où là, on est certain d'avoir guéri le malade. Par contre, si on est en bloc avec une marge, c'est 0% de récidive, ça c'est bien démontré, et là, on a réglé le problème du patient. Enfin, la dissection, c'est intéressant quand il y a de la fibrose sous-muqueuse, dans le cas de la récidive et dans le cas de la rectocolite hémorragique. Ce n'est pas intéressant pour l'endoscopiste qui fait la résection, parce que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long, mais par contre, on va arriver à un risque. Nous, en France, il faut avouer que dans le côlon, le fibreux, ça reste quand même de l'affaire d'hyper-experts, mais par contre, dans le rectum, où même si on touche le muscle, il y a très peu de conséquences pour le patient, c'est un bon moyen de guérir le malade et d'éviter la récidive locale. Les gros inconvénients de la dissection, c'est que ça n'a d'intérêt que si c'est fait correctement, que si c'est en bloc avec une marge. Si on fait une dissection, mais pour finalement toucher la lésion au bord, on retrouve finalement exactement les taux de récidive de la mucosectomie pismile, donc on perd tout l'intérêt de la dissection. Par contre, les gros inconvénients, c'est le temps, 108 minutes versus 29 minutes dans le côlon, dans la meilleure équipe du monde qui a fait les premières dissections coliques, hein, c'est dire ce qu'on met comme temps nous en France. C'est une technique risquée, avec 4 fois plus de perforations, encore une fois dans des mains expertes. Et c'est une technique qui est difficile à apprendre. On l'a vu avec l'étude de la SFED, avec des taux de résection dans les premiers mois de l'étude qui étaient à 52% de en bloc, donc complètement non satisfaisants, mais qui grimpaient à 82% dans la deuxième partie de l'étude, après formation chez l'animal, etc. Et les taux de perforation astronomiques au début, quand même 34% de perforation rectale sur les premiers 6 mois de l'étude de dissection en France, contre moins de 5% dans la deuxième partie de l'étude. Donc ça montre bien qu'au cours des premières résections, on n'est pas très bon en résection en bloc, et on perfore. Donc, il ne faut pas faire les premières résections chez l'homme. C'est les stratégies de formation qui sont recommandées. Commencer par une connaissance théorique et comprendre les intérêts et les enjeux de la dissection. Se former sur des modèles animaux, soit de l'estomac de cochon, soit du côlon, de bovin ou de cochon également. Après, si c'est possible, faire un compagnonnage avec des experts pour les observer, pour les aider dans les opérations et éventuellement, ça c'est un luxe, pouvoir se faire assister sur les premières procédures pour donner la main si ça devient trop long, trop risqué, etc. Il faut déjà savoir bien gérer les complications, la perforation et l'hémorragie probablement avant de commencer ça, parce que ça va arriver, ça devient quasiment un élément qui fait partie de l'intervention. Voilà. Les hémorragies dans la dissection, on va aller un peu plus vite. Le traitement se fait comme vous l'avez vu avec Vincent hier, soit avec le couteau lui-même quand le vaisseau est tout petit, soit pour les gros vaisseaux avec des pinces coagulantes.
Quand ça se met à saigner, c'est pareil. Les hémorragies minimes, on les fait au couteau. Les hémorragies importantes avec la pince. Jérémy vous montrera aussi qu'on peut se servir de l'endoscope comme d'un moyen de compression. Enfin, en fin d'examen, il y a un temps incompressible de quelques minutes pour inspecter toute la zone qui vient d'être réséquée et coagulée, vaisseau par vaisseau, pour ne pas gâcher la nuit de votre collègue d'astreinte. Alors, pour ce qui est de la stratégie, on l'a déjà dit, la résection avant se faisait en périphérie, toute l'incision muqueuse, et finalement, on finissait par la dissection. Il y a eu plusieurs innovations récentes. Ce qui est très important, c'est de céder de la gravité. C'est toujours une aide d'avoir la gravité favorable, c'est-à-dire que la lésion soit située à midi. C'est vrai pour la mucosectomie, mais c'est surtout vrai pour la dissection. Donc, il ne faut pas hésiter à changer le malade de position, éventuellement plusieurs fois pendant l'intervention, pour, en fonction des zones de la lésion, avoir toujours une gravité favorable. Toujours avec soufflet, parce que plus on insuffle, plus l'espace sous-muqueux est pincé. Et il faut réfléchir à la stratégie avant, ne pas trop tarder à finir l'incision circonférentielle vers la fin, mais commencer toujours par le plus difficile. Et ça peut être intéressant de faire un schéma en début de procédure pour guider. Donc on avait travaillé sur une stratégie un peu différente de résection dans l'œsophage, qui était la technique du tunnel avec Vincent Lepillet, où on incisait d'abord le pôle inférieur, puis le pôle supérieur. On se gardait finalement un maximum de muqueuse saine sur les bords pour éviter la fuite de liquide. On disséquait tout en dessous, sous la forme d'un tunnel, et on finissait par les deux bords latéraux. C'était mieux, hein, on avait montré qu'on multipliait presque par 3 la vitesse de résection entre une technique standard où on disséquait tout autour et une technique du tunnel, mais ça n'était quand même pas parfait parce que les deux bords latéraux étaient très difficiles à faire. Et mon cher collègue ici présent a eu une bonne idée, c'est d'associer deux techniques. Ouais, nous, dans notre début d'expérience sur l'œsophage, donc on a tout de suite fait du tunnel grâce à Mathieu et Vincent qui nous ont accueillis un petit peu pour nous expliquer. Et puis, on avait énormément de mal de terminer les berges. C'était l'enfer. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a essayé d'associer le tunnel à la pose d'une contre-traction par clip qui avait déjà été fait par les Japonais. Mais eux faisaient sans le tunnel la contre-traction par clip pour éviter que la pièce s'enroule. Donc, à la fin de la réactualisation du tunnel, on met un clip, c'est un film de Mathieu. On met un clip en dehors de l'endoscope, qu'on attache ici un fil de suture, ici un fil dentaire, nous on attache un fil de suture, on rentre le clip dans le canal opérateur. Vous pouvez utiliser un clip à usage unique ou un clip repositionnable. On attrape la partie supérieure du tunnel et on met une contre-traction au bout sous la forme d'un petit contrepoids. Nous on met une pince cochère plastique d'essai à pansement qui fait à peu près 10 grammes, qui permet de bien tenir de façon constante la pièce. Et pour ceux qui ont déjà vu ou fait des dissections œsophagiennes, vous allez voir les berges latérales, la façon dont elles sont exposées, et vous allez comprendre la facilité et la vitesse pour terminer la résection. Et on n'a plus du tout de problème dans 90% des cas pour ces dissections œsophagiennes qui deviennent une technique standardisée. On peut le faire aussi, on va le voir dans d'autres localisations. Ça, c'est une vidéo qu'on avait faite à l'hybride dans le rectum. Donc, on fait la technique du tunnel. Je vais avancer. On a le pôle distal. En fait, là, on fait l'incision au pôle distal. Après, on fait pareil au pôle proximal. Puis, on va tunneliser progressivement. Donc, on est en accéléré quand même. Donc là, on est dans la phase du tunnel. Vous voyez, on avance. On est toujours bien exposé à la sous-muqueuse. C'est l'apport du tunnel. Une fois qu'on a fini notre tunnel, on met un clip, là, un clip Boston repositionnable. On retire notre fil de suture. On le pose au pôle proximal de la lésion, on est dans le rectum. Et là, vous allez voir comment on va être bien exposé pour attaquer les berges. Et donc, je vais vous montrer juste le début de la berge latérale gauche, où on est hyper bien placé. Pourtant, c'était une lésion fibreuse en plus qui était embêtant. Et là, il n'y a pas de problème, on est en sécurité. On voit tout ce qu'on fait, le muscle est en haut, la lésion est en bas. On peut en plus réinjecter avec ce bistouri-là. Et on est toujours bien placé pour faire la résection. Et on se pose beaucoup moins de problèmes pour ces histoires de berge, de positionnement et d'exposition à la sous-muqueuse, qui est l'étape la plus importante, même dans une lésion fibreuse. Donc la procédure on l'a détaillée et puis donc on est en train de faire une étude prospective bicentrique avec Mathieu. Donc 27 patients ont déjà été traités, dont 17 à Lyon, 10 chez nous. Et donc Mathieu a comparé ses résultats de 2012 avec le tunnel simple versus les 17 tunnels plus clip. Et on voit qu'il y a encore une augmentation de la vitesse puisqu'il a gagné quasiment 50% de vitesse de résection. Donc une diminution de temps des procédures qui n'apparaît pas parce que les lésions, vous voyez, sont plus grosses et avec une certaine efficacité. Et on réfléchissait même à voir s'il fallait faire une étude prospective randomisée, mais en tout cas, moi personnellement, je ne me vois pas revenir en arrière pour les malades. Ça serait dans mes mains, en tout cas, une perte de chance que de faire sans le clip dans l'œsophage. Quelques conseils pour terminer la dissection. Ça, c'est un schéma important. Les vaisseaux, ils sont perforants, ils viennent de derrière le muscle, ils vont jusque dans la muqueuse. Donc vous avez l'arborisation qui est superficielle. Donc généralement, au début de la pratique, on a tendance à passer superficielle parce qu'on a peur de la perforation, ce qui fait qu'on doit coaguler plein de petites arborisations et ça saigne fréquemment. Plus on progresse, plus on passe en profondeur. Et au lieu de coaguler 10 branches, on a
5 vaisseaux à coaguler et au lieu de faire 50 branches. Et donc on est plus efficace et ça prend moins de temps. On l'a bien dit, la coagulation prophylactique avec la coagrasper, quand il y a un gros vaisseau comme ça sert à rien d'y aller directement avec le couteau. On fait de la traction, donc vous l'avez bien vu hier pendant le live, donc on va passer vite. On peut aussi faire des hémorragies avec l'outil de dissection. Donc là, on a une hémorragie per geste et on va voir qu'avec l'outil de dissection lui-même, en réinjectant pour isoler le vaisseau, on peut faire une hémostase tranquillement. Soit en utilisant le bout des bistouris en soft coagulation, soit même tout doucement avec le courant de section en swift coagulation, en allant crocheter le vaisseau, en le coupant progressivement, et le courant lui-même fait l'hémostase. Ça, c'était pareil, je passe. Et la dernière vidéo, qui est assez intéressante, qu'on avait publiée, c'est dans une dissection rectale, alors qu'on avait l'impression d'être bien positionné. Là, on a une hémorragie assez cataclysmique. On est pompe à lavage à fond, vous voyez, on voit rien, mais on voit rien du tout. Vous allez voir le saignement artériel en G. Et donc là, je vous avoue qu'on était un peu embêtés. Puis on a eu l'idée de comprimer, de pousser fort avec le tube et le capuchon. Et ça va diminuer le saignement, le temps de pouvoir aller. On voit le saignement là, il est juste là, le vaisseau, on l'a comprimé. Donc ça continue, ça ne va pas l'arrêter, mais ça le diminue, le temps de pouvoir aller faire un geste. Et on voit cette grosse masse battante. Et après 2-3 minutes de compression, on a pu faire l'hémostase. Et une équipe américaine qui avait rapporté juste 2 semaines après, pareil dans le rectum, sauf qu'eux, ils avaient fait avec le doigt carrément. Ils avaient enlevé l'appareil, mis le doigt, comprimé pendant 3 minutes, le temps de calmer le saignement pour aller faire le geste d'hémostase. Donc, pour conclure, vous avez compris, la caractérisation, c'est capital, mais finalement, le premier temps qui est le plus important, c'est la détection. Après, c'est du technique, mais il faut déjà les trouver, déjà les envoyer si ce n'est pas possible. Malgré tout, il faut savoir quand même les caractériser pour ne pas envoyer à tort des patients au chirurgien. On a vu que la morbidité et la mortalité de la chirurgie ne sont pas négligeables, donc il vaut mieux tenter l'endoscopie d'abord. Le risque de perforation, finalement, il est minime, et le risque de chirurgie après perforation est également tout petit. Par contre, si la lésion est d'emblée SM2 ou SM3, ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles, autant référer d'emblée pour le traitement de référence. C'est aussi intéressant pour adapter le traitement endoscopique de bien caractériser la lésion. Si c'est uniquement dysplasique, aucun problème à faire du piecemeal et à gagner du temps et à éviter des complications avec la dissection. Si la lésion est dégénérée à l'évidence, mais purement muqueuse, ça se discute. Si le monobloc est possible, autant privilégier ça. Et par contre, dès lors que vous avez une suspicion d'invasion sous-muqueuse superficielle, qu'on n'est pas tout à fait sûr que c'est pour le chirurgien, il faut absolument, par contre, avoir du monobloc ou au moins pour la zone d'intérêt qui paraît dégénérée ou invasive. Le traitement endoscopique vous paraît possible, il faut dans ce cas avoir tout son matériel disponible et accessible, que le risque soit relativement faible ou alors de se mettre dans des conditions plus favorables comme le CO2, comme le chirurgien programmé. Comme on l'a dit tout à l'heure, les recommandations européennes maintenant disent d'avoir une charte entre les chirurgiens, les radiologues et les endoscopistes pour décrire un peu ce qui va se passer en cas de perforation et qui fait quoi quand. Donc c'est intéressant au niveau local de développer cette charte pour savoir qui fait quoi. Et si jamais vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas le matériel, soit l'envoyer vers un centre expérimenté, soit pour pas mal de nos attachés, venir le faire avec nous dans un environnement un peu plus serein. Une fois qu'on a décidé de réséquer, bien se placer, c'est vraiment la base primordiale. Il ne faut pas commencer si on est mal placé. Dès qu'on fait de l'injection, être imaginatif pour s'orienter la lésion dans la meilleure des situations possibles. Utiliser du matériel qu'on maîtrise, notamment lance de résection. On attrape, on mobilise, on relâche pour n'attraper ni trop ni pas assez et couper avec la pédale jaune en continu. Et puis pourquoi pas la dissection. Il faut se former avant. Une fois qu'on est formé, réfléchir à un plan de bataille, positionner le malade pour utiliser de la gravité, passer en profondeur au maximum pour diminuer les saignements et utiliser la technique du tunnel et éventuellement du clip en traction et puis être très patient. Je vous remercie pour votre attention.